Salut camarades! J'ai toujours voulu parler des Mongols, parce que c'est un pan de l'histoire qui me fascine tout particulièrement, et ce depuis l'enfance. En même temps, comment ne pas tomber profondément amoureux de l'histoire du plus grand empire contigu du monde, fondé par un homme dont dès l'enfance l'existence semble osciller entre épique et mythologie. Certes, l'impact historique des Mongols étant tel qu'on ne peut pas vraiment l'éviter dès lors qu'on touche un tant soit peu à l'Eurasie, on en a déjà un peu parlé, par-ci par-là, mais pas assez à mon goût. Et bien que pendant des années, j'ai préféré éviter de m'attaquer au sujet, vu la complexité, la portée et les particularités de celui-ci, j'ai quand même envie de passer le cap. Et puis j'en ai aussi besoin tout simplement pour la suite des éléments que je veux aborder avec vous. Nous voilà donc partis pour une, je l'espère, petite série sur les Mongols, leur histoire et leur conquête. Même si en continuant à étudier, je suis déjà, sans surprise, en train de prévoir bien plus d'épisodes que ce que j'imaginais initialement. Mais ça surprendra qui ? Pour ce faire, sur les conseils d'un camarade doctorant à l'EHESS que je remercie ici encore chaleureusement, Simon Berger, qui m'a aussi indiqué des références iconographiques, ou alors par mes propres recherches, j'ai mis la main sur de nombreux ouvrages, principalement anglophones, puisque la recherche dans le domaine en France a abouti à assez peu d'ouvrages ces derniers temps, et récents, puisque l'essentiel date des années 2010, voire 2020. Néanmoins, méfiez-vous, n'oubliez pas les bons vieux principes de rigueur. Surtout que le dit camarade Simon Berger m'a parlé d'un courant historiographique absolument fabuleux et bien plus cohérent à mon sens pour analyser l'histoire de cet empire. Un courant que pourtant on ne verra que dans quelques vidéos seulement, après avoir été a priori jusqu'à l'unification du plateau mongol en 1206, avant donc la conquête extérieure. En effet, je préfère vous montrer d'abord ce qu'on pense communément de cette partie de l'histoire, et que j'ai pensé aussi avant de rencontrer le dit camarade, pour ensuite peut-être vous retourner la cervelle comme la mienne l'a été suite à cette rencontre. Un exercice qui soulignera avec sensationnalisme, j'espère, l'importance de l'historiographie, de la linguistique, et de l'impact pas toujours jojo du 19e siècle sur l'étude de l'histoire. Après, il y a plusieurs façons de faire. Je pourrais largement vous dire que le futur Tchinguis Khan, né en 1162, dans une steppe mongole éclatée en plein de peuples différents, traverse une enfance difficile, unit les nomades, puis part à la conquête du monde, et ainsi commencer bêtement ma narration à cette sortie de Mongolie, puisqu'en soi, c'est là que son impact sur le reste du monde démarre réellement. Fait bizarre de résumer autant. Ou alors on fait ça comme d'habitude et on part sur un peu de contextualisation, qui sont les Mongols, quels sont les autres peuples dans et autour de la steppe, sont-ils si nomades que ça, quel rapport diplomatique entretiennent-ils avec les sédentaires du sud, comment survivent-ils dans ce milieu, quelle histoire ont-ils, quelles particularités, quelle mythologie, quelles croyances. Oui bon bah tant pis pour la petite série quoi. Déjà, qu'est-ce que la Mongolie ? Alors, je ne parle pas du pays, mais bien de cet espace géographique qu'on appelle le plateau mongol, et qui, s'étendant aussi en Russie et en Chine, dépasse de beaucoup les frontières du pays du même nom. Un nom commun qu'ils doivent donc à ce peuple incroyable et à son épopée, et qui aurait totalement pu être, au vu des nombreux peuples qui vivent là-bas, la Naïmanie, la Kéréti, la Tatarie, la Ouïghouri, la Merkiti, ou même la Turquie, même si certains révisionnistes ne seraient pas très contents de l'apprendre. Ce plateau, situé entre 500 et 1500 mètres d'altitude, est bordé à l'ouest par le massif de l'Altaï, à l'est par la chaîne du Grand Khingan, qui le sépare de la Mandchourie, tandis que la limite nord, avant les taïgas de Sibérie, se matérialise par des forêts, des lacs, comme le Baïkal, et aussi d'autres chaînes de montagnes, Tanuola, Sayan, Khamardaban, Daor et Onon. Au sud, avant d'arriver dans les territoires sédentaires de la Chine, on trouve des terrains de plus en plus désertiques, aboutissant notamment au désert de Gobi et à celui de l'Alashan. Eux-mêmes sont ensuite séparés de la civilisation au sud par les monts Yin et les monts Helan, ainsi que par le fleuve jaune, le Huanghe. Oubliez toute notion de linguistique en mandarin pour ma part. Et que trouve-t-on sur ce plateau ? Eh bien, des lacs et des rivières, mais surtout la steppe, c'est-à-dire une sorte d'immense prairie inculte, quasiment sans arbres, s'étendant du nord de la Chine jusqu'à la Hongrie, souvent bordée de déserts au sud et de forêts au nord. Si elle semble relativement verdoyante, c'est un peu un leurre, car le sol, surtout dans la partie qui nous concerne, la steppe mongole, n'est pas assez riche et connaît un climat trop variable, voire trop extrême, pour permettre une agriculture sédentaire. De fait, s'il y fait aujourd'hui en moyenne 22 degrés à la belle saison et 30 degrés maximum en été, le gel apparaît dès septembre, et à l'inverse, la neige peut encore tomber en mai, les températures pouvant descendre jusqu'à moins 34 degrés, mais tournant en moyenne autour de moins 12. Oui, parce que je fais aussi la météo maintenant. Du reste, malgré ses nombreux lacs et ses rivières, la région est sèche, que ce soit à cause de l'irrégularité des pluies ou tout simplement parce qu'elle est très balayée par les vents. Mais du coup, si on oublie tout ce qui est céréales et légumes, qu'est-ce qu'on y bouffe ? Eh bien ces populations, variées et anciennes,
pratiquent le pastoralisme nomade, ou semi-nomade. Autrement dit, elles élèvent des bestiaux, qu'elles trimballent de pâturage en fonction des saisons, même nomadisant donc entre ces différents points, choisis avec soin. Ainsi dans la steppe, 5 bestioles d'élevage prédominent. Restez là! Même les plus grands spécialistes disent qu'on ne peut pas s'intéresser à l'histoire de l'Empire mongol sans parler pastoralisme nomade. Donc que ça vous plaise ou non, on va parler élevage. J'ai toujours été fasciné par le monde paysan. Alors, à qui c'est qu'elle est morte, la vavache? Bon, je pourrais vous parler du chien mongol, de Milou ultra féroce, moins là pour aller chercher la baballe que pour jouer avec tes bouboules si tu t'approches trop des bestioles ou du camp, à tel point d'ailleurs que selon l'histoire secrète, seule source mongole à nous être parvenue entière, pourtant supposé glorifier Temujin, eh bien celui-ci, enfant, avait particulièrement peur de ces chiens. Mais le chien ne fait pourtant pas partie des 5 museaux, comme disent les Mongols. Bref, on a d'abord le mouton, dans les plus grandes quantités, pour sa chair, mais surtout pour sa laine, dont on fait le feutre, notamment pour fabriquer les yourtes en turc, ou ger en mongol, ces fameuses tentes rondes de la steppe, qu'on ne saurait d'ailleurs construire sans le bois de leur armature, ou celui du chariot sur lequel on les transporte. Oui, quand bien même ces peuples sont les marins de cet océan de verdure, ils ont aussi besoin des forêts. La chèvre, ensuite, capable de vivre avec moins de pâturage, donc particulièrement prisée en période de sécheresse, fournissant lait, viande, cuir et même cachemire. Maintenant vous avez en tête un mongol portant du cachemire, c'est rigolo, mais c'est comme ça. Le souci de la chèvre, c'est qu'elle est plus vorace que les autres bestioles, et défonce les sols, parfois même en allant bouffer jusqu'aux racines. Donc, trop de chèvres, plus de pâturage pour les autres bestiaux, ce qui demande donc à ces peuples une grande organisation pour respecter les proportions appropriées et l'alternance des pâturages. Ensuite, les bovins, donc les bœufs, les yaks ou le mélange des deux, les hainag, bovins qu'ils possèdent en nombre plus restreint, principalement pour tirer les chariots sur lesquels on stocke le matos, les guerres, etc., pour leur lait aussi, et plus rarement pour tout ce qui est bouffe et cuir. On pense d'ailleurs souvent que les populations les plus en altitude utilisent plus spontanément le yak, mais pas forcément, on le retrouve un peu partout sur le plateau mongol, celui-ci étant considéré comme une véritable Rolls à travers la steppe, produisant un lait très prisé, mais aussi de meilleures merdes. Oui, les peuples des steppes étant particulièrement pragmatiques, ils utilisent les merdes comme combustible, à défaut de bois. Et du coup, ils aiment beaucoup celle du yak. Ouais, je me retrouve à dire des trucs étranges après la météo. Ensuite, le chameau de Bactriane, meilleur animal de bas que l'on puisse trouver, capable de porter 180 voire 225 kg de matos, d'en tirer 400, de marcher dans le sable sans s'y enfoncer grâce à la forme de ses papates, de survivre en ayant perdu plus de 40% de son eau, là où les autres mammifères meurent généralement autour de 20%, et même de trouver de la végétation sous les croûtes de sable. Et c'est pas tout. Il est encore capable de prédire, dit-on, les tempêtes de sable, et évidemment, de chier des merdes parfaitement sèches pour le feu. Il est donc rare, prisé et coûteux, son élevage étant difficile, avec une gestation de 12 à 14 mois, et son dressage long et complexe. Mais alors une fois qu'il est dressé, en revanche, il est parfaitement affectueux envers les humains, parce qu'il a très bien compris que, tout simplement, les humains le protégeaient des prédateurs. Enfin, quand l'humain n'est pas le prédateur. Évidemment, ensuite, vous l'avez deviné, premier de ces 5 museaux, le Dada, clé de voûte de ce pastoralisme nomade, de l'expansion mongole et de tous les autres empires qu'a produit la steppe, indissociable qu'il est de cette Asie centrale où la domestication du cheval est peut-être même apparue à l'origine. Petit, proche physiquement du cheval de Przewalski ou du Mustang américain, il est néanmoins résistant, endurant et malin. Non seulement il peut vivre en ne mangeant que de l'herbe, sans aucun grain ou haricot, contrairement aux autres canassons, mais il est capable de la trouver lui-même sous la glace, qu'il casse de son sabot, permettant du même coup aux autres animaux de se nourrir aussi, d'où son immense importance. Ensuite, c'est moins sa vitesse, relativement peu phénoménale contrairement à d'autres espèces, que son endurance que les peuples de la steppe apprécient, et c'est en ce sens qu'il les dresse, parfois jusqu'à l'épuisement, privilégiant d'ailleurs monter les juments et les hongres pour leur docilité au dressage justement. Ainsi, non seulement ces merveilleux équidés leur permettent de contrôler leur troupeau, le cul bien droit dans leur selle et les pieds dans leurs étriers qui ont même peut-être précisément été créés dans la steppe, mais c'est aussi ce qui fera la conquête de l'Empire. Avec 2 chevaux de rechange qu'ils montaient 2 heures chacun, ils pouvaient faire près de 1000 bornes en 9 jours. À titre de comparaison, l'historien Edward Luttwak estime même qu'une armée des steppes en campagne se déplaçait aussi vite que des éclaireurs byzantins. Bref, ces 5 bestioles leur fournissent un régime principalement laitier et carné, en plus de la chasse, où en gros on bouffe tout ce qui traîne, parfois jusqu'aux taupes ou aux souris.
La marmotte d'ailleurs est aussi très prisée pour sa viande, mais a le léger désavantage de pouvoir vous refiler la peste. C'est peut-être même d'ailleurs comme ça qu'elle est apparue au XIVe siècle ou lors de la peste de Justinien. À côté de ça, malgré la grande présence de rivières et de lacs, ils pêchent assez peu, laissant ça aux peuples vivant dans les forêts du Nord, ou alors vraiment quand ils y sont réduits. C'est même en partie grâce à leur production laitière qu'ils ont conquis le monde. Comme l'a montré la chercheuse Christina Wariner d'Harvard, cette production, qu'ils pouvaient trimballer avec eux en campagne, puisqu'ils embarquaient leurs immenses troupeaux, avec une vingtaine de produits laitiers secs pouvant se conserver jusqu'à 2 piges, et bien tout ça, ça leur a permis d'être logistiquement plus au top qu'aucune autre armée en campagne, aussi loin de ses bases. Du coup, j'imagine qu'ils étaient sacrément carrés sur la production du clacos, les Mongols fromagers. Mais il est pas fini d'affiner! Mais qu'est-ce que c'est que ces branleurs que vous engagez? Ils ne voient pas le mec que c'est trop frais! À mon avis, ils ont pris le chaud, c'est foutu. Mais je vais quand même tenter l'impossible. Faites pas la gueule, je vous fais un prix tabassé. Quoi? Non, faut que vous partiez maintenant. Il n'est pas méchant, mais là, ça pourrait partir dur. De fait donc, ces rudes conditions de vie, associées à la complexe organisation qu'impliquait le pastoralisme nomade, notamment l'alternance des pâturages et des animaux pour éviter l'appauvrissement des sols, de la même manière d'ailleurs que les sédentaires alternent les semailles, ça, couplé au fait qu'il n'y a pas de division du travail, entre hommes et femmes, tous étant polyvalents ou entre hommes, il n'y a pas de distinction guerrier-éleveur par exemple, tout ça a donné à ces peuples de grandes capacités d'organisation, de résilience, d'endurance, de pugnacité, de pragmatisme et d'adaptation. Pas étonnant donc que régulièrement, dans l'histoire de l'Eurasie, des peuples nomades ou semi-nomades venant de cette région tombent sur le rable des civilisations sédentaires plus au sud et les terrifient par leur rapidité et leur aspect totalement inarrêtable. Rien que sur ce fameux plateau mongol, on a pu voir les Xiongnu, du 3e siècle avant Jésus-Christ au 2e après, qui ont probablement initié le système décimal caractéristique de la steppe et cher aux futurs mongols, on y reviendra, les Xianbei, du 1er siècle au 2e siècle, les Rouhuan, du 5e au 6e, les Gokturks, du 6e au 8e, ou encore plus récemment les Ouïghours, du milieu du 8e au milieu du 9e, qu'on a déjà un poil plus évoqué, mais enfin pas beaucoup plus. Et évidemment, la première des civilisations sédentaires à se bouffer régulièrement les trublions des steppes, c'est évidemment la Chine et son ethnie majoritaire, les Han, qui tirent, si je ne dis pas de conneries, leur nom de la 2e dynastie impériale du même nom, qui a régné de 206 avant Jésus-Christ à 220 après. Or, pour cette civilisation, il y a plusieurs types de population des steppes. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Selon eux, on a d'abord les Tatars blancs ou civilisés au sud du Gobi et le long de la Grande Muraille, les Tatars noirs ensuite, qui vivent fièrement dans la steppe et méprisent les Tatars blancs qui se sont avilis, et les Tatars sauvages au sud de la Sibérie, qui chassent et pêchent, et traditionnent. Les Mongols, eux, en ce qui nous concerne, assez uniques en leur genre, eh bien on y reviendra, ils sont longtemps classés entre Tatars blancs et noirs. Et la plus grande arme de cette civilisation face aux nomades, comme de beaucoup d'autres civilisations sédentaires si on suit la théorie politique d'Ibn Khaldoun, que le camarade Averroès a eu la gentillesse d'exposer pour moi dans une vidéo, ce qui m'épargne du travail, ou que vous pouvez retrouver dans De l'autre côté des croisades de Gabriel Martinez-Gros, qui parle de l'application notamment de cette théorie au monde musulman, en partie face aux Mongols et aux croisés. Bref, cette arme, c'est l'assimilation. Et de fait, rien de mieux qu'une bonne vieille méthode assimile. Ainsi, si on schématise à mort, les nomades barbares du Nord, fascinés et attirés par la civilisation, descendent, s'en emparent par surprise et par force, la combinaison arc à double courbure, cheval, restant quasiment invaincue de l'Antiquité jusqu'à la généralisation des armes à feu, avant d'être progressivement assimilés, de se siniser, et puis d'être carrément remplacés à leur tour par de nouveaux peuples nomades plus ambitieux, et pas encore complètement ramollis par les plaisirs de la civilisation, eux. Bouffer, boire, baiser sans arrêt, c'est pas possible. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix un peu. Du repos. Du repos. Les exemples ne manquent pas, notamment, et tant mieux, juste avant la période qui nous intéresse. Ainsi, la dynastie Liao, qui dirige le nord de la Chine, la Mandchourie et une bonne partie de la Mongolie de 916 à 1125, en succédant après une période troublée à la dynastie Tang, règne à la fois en empereur en Chine et en khan dans la steppe, et d'origine Khitan ou Khitai, un nom qui a donné longtemps à la Chine son nom européen de Khatai, que les Russes utilisent encore, puisqu'ils disent Khitai pour désigner la Chine. Ces Khitan, ou Khitai, sont à l'origine un peuple semi-nomade de l'est du plateau mongol et de Mandchourie, potentiellement d'origine proto-mongole, de langue mongole en tout cas, sans trop d'influence turcique,
qui a fait partie autrefois de la confédération Xianbei qu'on évoquait tout à l'heure. On les retrouve ensuite alliés des Ouïghours avant qu'ils se retrouvent à fonder leur propre empire. De la même manière, la dynastie qui succède aux Liao en 1125, les Jin, les rois d'or, est d'origine Jurchen, un peuple de cavaliers certes, mais avant tout de petits fermiers, pratiquant aussi chasse et cueillette, originaires de Mandchourie et de langue toungouse. La dynastie Jin régnera ainsi sur la Mandchourie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Mongolie intérieure, et le nord de la Chine. Le sud de la Chine étant alors tenu par la dynastie Song, d'ethnie Han pour le coup. Bref, les Jin se retrouvent donc à régner sur des populations majoritairement Han, mais aussi Toungouzes et Khitan, ceux-ci n'ayant pas tous fui. Ah bah oui, fui, parce que vous vous doutez bien que les Jin n'ont pas succédé aux Liao en passant par une étude notariale. Les Liao, ils se sont fait tataner la gueule par les Jurchen descendants des collines de Mandchourie à l'appel de la civilisation. D'où d'ailleurs la célèbre expression Jurchen. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Mais contrairement à leurs prédécesseurs Khitai, justement, les Jin ne tiendront jamais le plateau mongol. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à l'instar de tant d'autres dynasties chinoises avant eux, ils construisent des fortifications pour se prémunir des peuples nomades. Celles qu'ils construisent sont même les plus avancées dans les steppes pour l'époque. Seules celles que construiront leurs lointains successeurs Qing du XVIIe siècle iront plus loin. Qing qui sont d'ailleurs aussi d'origine jurchen. Mais les fortifications ne faisant pas tout, on a tous vu Mulan, ils en profitent aussi pour se faire reconnaître par pas mal de populations turciques ou mongoles du sud des steppes, comme par exemple les Ungut, et ils s'impliquent indirectement dans la politique de la steppe en jouant les peuples de celle-ci les uns contre les autres, tout simplement pour éviter de voir naître des empires ou des confédérations trop puissantes qui les menaceraient ensuite. À ce jeu-là, ils ne sont d'ailleurs pas les seuls, puisqu'il est justement d'autres royaumes sédentaires qui redoutent les incartades nomades, comme par exemple celui des Xia, ou Xia occidentaux, fondés par des Tangut, ou Minyag, c'est-à-dire un peuple de langue tibéto-birmane, qui a donc fondé son royaume au tournant des 10e-11e siècles, mais officiellement je crois en 1038, profitant pour ça, comme absolument tout le monde à l'époque, de l'effondrement de la dynastie Tang pour se tailler un petit bout de royaume. Coincés entre les Jin à l'est et les Song au sud, autre dynastie chinoise émergée en 960 après la chute des Tang également, les Xia, non pas les petits chats, les Xia, mon mandarin toujours. Bref, les Xia régnant sur des populations turciques, tangout, tibétaines et han, qui oscillent donc entre rivalité avec les Jin et soumission à ceux-ci, privilégiant donc l'expansion à l'ouest et entretenant, comme les Jin, des relations diplomatiques avec les peuples du plateau mongol au nord. Enfin, plus à l'ouest, on a les Kharachitai, les Khitai noirs, des réfugiés Khitai fuyant les Jin avec à leur tête Yelu Dashi, un prince Liao. Et si on les appelle noirs, c'est peut-être justement pour les distinguer des Liao. Soit en ce sens que ça s'oppose au blanc, la couleur de la royauté, soit parce que Khara signifie alors occidentaux, justement, comme la distinction qu'on avait vue du temps de la vidéo sur Mehmed II entre les deux tribus turcomanes qu'étaient les Kharachoyunlu et les Akhoyunlu. Une distinction qu'on retrouve d'ailleurs chez les Xia occidentaux, qui sont à l'ouest des Liao puis des Jin, par opposition à la dynastie semi-légendaire et antique des Xia, tout simplement. Réfugié tout d'abord sur le plateau mongol, le dit prince Liao, Yelu Dashi, lutte contre les Jin après leur éviction des Liao en 1125, notamment depuis Kedun, le long de la rivière Olkhon. Malheureusement, il n'arrive pas à entraver l'ascension des Jin. Faut dire qu'un Jin bien en place, c'est un Jin qui ne tombe pas. Vers 1130, il se retrouve donc à devoir bouger plus à l'ouest, s'établissant entre les rivières Irtish et Emil, unissant autour de lui de nombreux clans issus des populations turciques. Ceux-ci d'ailleurs les lisent Gür Khan, ce qui en turc signifie Khan universel, même si pour le moment ils ne contrôlent pas beaucoup de territoire, dans les faits. Mais bon, c'est sûr que quand on est en exil, qu'on vient d'être viré du pouvoir, un peu de titres ronflants, d'étiquettes et de reconnaissance, ça fait toujours du bien. Ô notre maître vénéré, puits de science, luminaire céleste. Vous avez entendu ça, c'est bien, c'est très bien. De toute façon, ce n'est qu'une question de temps. Très vite, les Kharachitai dirigent un vaste empire, occupant les possessions des différents Kharakhanides entre 1130 et 1137, vainquant ensuite les Seldjoukides de Sanjar qu'on a déjà croisé dans une autre partie du monde dans une autre série de vidéos, à la bataille de Khatwan, près de Samarcande, en 1141. Bataille qui d'ailleurs fera naître le fameux mythe du prêtre Jean dans une partie du monde qu'on a donc déjà vu dans une autre série de vidéos. Bref, le tout sur invitation du gouverneur du Khwarezm, vassal des Seldjoukides, devenant ensuite vassal des Kharachitai. Cet empire, organisé autour des 40 000 familles khitanes qui en forment le noyau,
s'étalant sur la majeure partie du sud du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Xinjiang, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan, était également extrêmement hétéroclite, avec une administration d'inspiration chinoise, un héritage direct des Liao, beaucoup de populations sédentaires et nomades, rurales et citadines, avec une majorité musulmane tout en étant eux-mêmes plutôt bouddhistes, sans oublier les communautés nestoriennes ou encore les peuples chamanistes. Un sacré melting pot, quoi. Et à l'instar des Xixia et des Jin, leur frontière commune avec le plateau mongol et donc avec les peuples des steppes, les pousse à se maintenir un minimum au courant de ce qui s'y passe, et, comme les autres, à y faire jouer leur influence quand ils peuvent. Et justement, maintenant qu'on a fait le tour, que se passe-t-il au milieu? Qui sont ces fameux peuples des steppes dans ce XIIe siècle qui nous intéresse? De gauche à droite sur la photo de classe, on a donc à la frontière justement des Kharakhitai les plus puissants, les Naiman, qui dominent l'ouest du plateau, de part et d'autre de l'Altaï, de la rivière Orkhon à l'est, jusqu'au-delà de l'Irtish à l'ouest, et des territoires kirghizes au nord jusqu'à l'Ougouristan au sud, s'étendant aussi vers le Tarbagatai et la Sirenga. Apparu sans doute au XIe siècle, mais devenu une véritable puissance qu'au XIIe siècle, en étendant parfois leur influence jusque sur les autres peuples des steppes, comme les Ungut ou les Kereit, leur nom, qui nous vient des Mongols, signifie 8, en référence aux 8 clans qui forment la confédération Naiman originelle, qui parfois, bien que dirigée par une seule dynastie, éclate en 2 parties, souvent dirigées par 2 frères, comme on aura l'occasion de le voir. On les dit beaucoup plus raffinés et développés culturellement parlant, avec des institutions, une administration, un système d'écriture hérité des Ouïghours, que leur emprunteront d'ailleurs les Mongols si ce n'est pas déjà fait. Ce peuple turcique, principalement nestorien et encore un peu chamaniste, s'estime les héritiers de l'ancien empire ouïghour, qui s'est effondré vers 848. Et du coup, ils ont un petit peu tendance à mépriser les autres peuples des steppes. Et notamment les Mongols, qu'ils voient comme des sauvages éleveurs de bestiaux mal dégrossis. Faut dire que les Mongols ne se lavent pas plus qu'ils ne lavent leurs fringues, de peur de souiller les eaux pures et ainsi d'offenser les esprits de l'eau. Ouais, ça devait poquer pas mal dans les yourtes quand même. Qu'est-ce que c'est ce genre de mettre l'abreuvoir à l'intérieur? En plus, c'est en étage, ils montent pas les bêtes par l'escalier quand même. Ensuite, au centre du plateau, à droite des Naiman, en rivalité avec eux la plupart du temps et parfois sous leur influence, on a un autre peuple, très probablement d'origine tatare, qui parle très bien le mongol, et qui s'appellent les Kereit, qui sont nestoriens eux aussi, puisque la première mention de leur nom date, a priori, de leur conversion massive en 1007-1009, chose qu'on a évoquée dans la précédente vidéo d'ailleurs, alors qu'ils vivent encore au sud-ouest des Kirghizes, entre l'Altaï et l'Irtish. Une conversion d'ailleurs sans doute influencée par celle des Naiman, auxquels ils sont souvent alliés à l'époque. Ils viennent alors s'installer près de l'Orkhon, d'où ils font des raids sur un autre peuple, leur ennemi juré, les Tatars, leur permettant de s'étendre vers le centre du plateau, dans le bassin de l'Onon et de la Keroulen, et de la vallée de la Tula, dans la forêt noire, évidemment, pas celle qu'on trouve en Allemagne. Ainsi, ils développent désormais une frontière avec les Jin et avec les Xixia, et ils développeront d'ailleurs de très bons rapports avec ces derniers, leur prince Ukhan en exil allant souvent trouver refuge chez eux. Ça aussi, on aura l'occasion très vite de le revoir. Et ce succès du XIIe siècle, qui leur permet d'ailleurs d'étendre leur influence sur de nombreux Mongols qui par contraste ont beaucoup moins de bol en ce milieu du XIIe siècle, on y reviendra un peu plus tard, ils le doivent notamment à la chute des Liao renversés par les Jurchen en 1125. En effet, ils en profitent pour soutenir Yelu Dashi et la création des Kharakhitai, à qui ils reconnaissent une certaine suzeraineté nominale, tout en sachant très bien que dans les faits, les Kharakhitai seront toujours trop loin de la steppe pour venir les emmerder. Et dans le même temps, là où les Liao dirigeaient autrefois une partie de la steppe, les Jin n'y arrivent pas du tout, ce qui laisse donc la place à nos amis les Kereit parfaitement vacante pour s'imposer comme une grande puissance de la steppe. Plus à l'est, autre grande puissance des steppes, ceux que l'on désigne comme les 6 grands clans tatars, ou tartares par déformation européenne, puisqu'on les associe chez nous aux Tartares, une partie de l'enfer grec. C'est dire si on a une haute estime des peuples de la steppe. Bref, c'est un peuple que le monde médiéval a très vite associé aux Mongols et par extension d'ailleurs aux autres peuples de la steppe, la fameuse steppe tartare. Et si jamais cette association d'idées vous intrigue, à juste titre selon moi, pensez à la fameuse vidéo que j'évoquais dans l'intro. Dans un sens plus réduit, ces 6 clans tatars sont présents sans doute depuis au moins le Xe siècle, les Chinois parlant alors des Zhubu, dominant la Mongolie orientale à la frontière de la Mandchourie, dans la chaîne du Grand Khingan, et on trouve même mention de leur nom dans les sources musulmanes, si ça n'évoque pas alors cette désignation globale des peuples de la steppe. Mais qui sont-ils? Ces 6 clans majeurs ne semblent pas d'ailleurs
être d'origine turcique, mais sont apparemment plutôt une confédération parlant mongole, mais séparée du système mongol médiéval classique, que l'on retrouve plus à l'ouest. À côté de ça, on sait qu'ils effraient beaucoup les Liao et les Jin ensuite, notamment à cause de leur proximité avec la Mandchourie, et surtout à cause de leur nombre. Rachid al-Din évoque peut-être 70 000 familles. Mais les Jin, eux, auront l'intelligence de savoir s'en servir, justement, selon un principe très simple. On peut toujours embaucher la moitié des pauvres pour tuer l'autre moitié. En effet, les Jin vont se payer leurs services comme Juyin, auxiliaires, pardonnez mon mandarin, pour mieux diviser ou affaiblir les autres peuples des steppes, et du coup, ces Tatars, très nombreux et belliqueux, eh bien ils vont ainsi passer une bonne partie du XIIe siècle à servir de gendarmes, ou d'armes secrètes, ou de videurs de la steppe, aux Jin, dont ils reconnaissent une certaine suzeraineté. Ainsi, pour le compte des Jin, ces Tatars tapent notamment sur les Kéreit, leur ennemi traditionnel, défonçant peut-être 40 000 d'entre eux au début du XIIe siècle, mais aussi sur les Mongols, particulièrement au milieu du XIIe siècle. Mongols pour qui ces Tatars justement représentent un danger puisqu'ils sont leurs voisins du sud et de l'est. À tel point d'ailleurs qu'à terme, les Mongols vont devenir les ennemis jurés des Tatars, et réciproquement, comme on va le voir. Oui, ça leur fait beaucoup d'ennemis aux Tatars. Autre peuple, moins puissant mais non négligeable pour la suite de notre histoire, les Merkites, vivant près de la Sielenga, non loin de l'Orkhon, au sud du Baïkal, avec les Kéreit au sud et au nord, ceux qu'on appelle dans la steppe les peuples des forêts, les Oyin Irgen. Oui, du coup, avant de parler de Merkites, on va parler des Oyin Irgen. Bon, bah du coup, point rapide sur ceci, promis, il s'agit de populations turciques, sibériennes, mongoles vivant dans la taïga sibérienne et pratiquant un semi-pastoralisme nomade, avec donc parfois un chouïa d'agriculture, avec principalement les Oïrats, les Kirghizes, les Buryats, mais aussi les Bakhouns, Keshtimi, Khankras, Khapranas, Khoritumet, Telengut, Tolos, Tubas et Orasut, entre autres noms propres. Quant à nos Merkites, pratiquant eux aussi le pastoralisme nomade, ou nomadisme pastoral, c'est rigoureusement la même chose, bref, un pastoralisme nomade enrichi d'un peu d'agriculture, ils sont divisés en 3 clans principaux, et au moins 3 autres clans un peu plus mineurs, les plus importants étant, du temps de Tchinguis Khan, dans l'ordre, ceux des Oudouyites, des Ouas et des Khad. On les voit apparaître au XIe siècle, lorsqu'ils s'allient aux Kéreit face aux Liao, et si le nestorianisme fait peut-être alors une petite percée chez eux, ils restent solidement chamanistes. Politiquement, on les retrouve assez souvent hostiles aux Karachitai, mais plus par opportunisme que systématiquement. Par exemple, on en voit beaucoup qui suivent les Khitans de Yeludashi allant fonder les Karachitai en 1129. Et s'ils sont moins puissants que les Naiman ou les Kéreit, c'est tout con, c'est tout simplement parce que contrairement aux autres peuples pratiquant régulièrement la coalition ou la confédération, les Merkites restent divisés. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons. Malheureusement, leur éloignement des centres urbains ou nomades où s'écrit l'histoire ne nous permet guère d'en savoir plus sur eux, jusqu'à la veille de la naissance de Temujin, où, par hasard, ils se retrouvent mêlés à sa destinée pour de bon. On aura l'occasion tout à l'heure d'y revenir. Mais justement, il nous reste à parler des Mongols, ce qui nous permettra ensuite d'embrayer sur le contexte politique à la naissance du futur Khan de façon plus précise. Déjà, qui qu'est-ce et d'où qu'ils viennent? Eh bien tout ça, on y répondra la prochaine fois. Déjà parce que j'estime que vous avez là une bonne demi-heure de succession de noms propres rarement entendus en Europe à digérer, avec un bon paquet de cartes à la clé, mais aussi parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas envie de se taper tout le contexte et qui veulent juste savoir d'où viennent les Mongols. Et bien ça, pour ça, vous aurez une vidéo unique qui va d'abord évoquer les origines supposées des Mongols, ensuite les origines mythologiques des Mongols, si on en croit la mythologie mongole, qui est assez chouette, et après nous verrons ensuite comment les Mongols se sont construits en tant qu'entité politique lors des 11e, 12e siècles, jusqu'à la naissance de Tchinguis Khan. Et ça promet d'être passionnant. Sans compter le fameux courant historiographique que j'arrête pas de vous vendre depuis le début de cette vidéo, mais que nous ne verrons que bien plus tard, quand nous aurons déjà parcouru tout le courant historiographique le plus habituel, disons, sur le sujet. Ouais, on part sur une très très grosse série a priori.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, un énorme merci aux utipeurs et aux tipeurs, vous me permettez de vivre de tout ça et c'est merveilleux. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez me faire des dons sur les sites Tipeee et Utip. J'ai une préférence pour Utip, mais je comprends que des gens n'aient pas envie de quitter Tipeee. Pour la suite, bon bah comme vous l'avez compris, on va parler des origines des Mongols, jusqu'à la naissance de Chinggis Khan en 1162, enfin on suppose qu'il est né en 1162, il y a plusieurs dates mais c'est celle qui paraît le plus cohérent. Et l'avantage c'est que du coup je l'ai déjà tourné, donc je vais pouvoir le monter tranquillou en mars, ce qui me permettra ensuite de prendre de l'avance sur l'écriture du sujet du mois d'avril, qui a priori portera aussi donc sur les Mongols, mais là, cette fois-ci sur la vie de Chinggis Khan, une partie, parce que vu comment j'ai galéré à contextualiser, je pense que je vais longuement parler de sa complexe vie, surtout qu'il y a plusieurs donc versions historiographiques, ça va être chouette. Bref, à côté de ça, du coup, c'est quand même aussi plus intéressant parce que déjà je publie en février, et là ça aurait fait 2 mois sans publication, et personnellement ça m'aurait fait chier. Et puis même au niveau revenu, en fait, que ce soit Tipeee ou Utip, il y a quand même une notion qui est très très mensuelle, donc rater 2 occurrences à la suite, c'est un peu bête. Et c'est un peu risqué, et je peux pas me permettre ce genre de risque. Donc, ça nous fait une vidéo en février, ça nous fait une vidéo qui est déjà bien avancée pour mars, puisqu'elle est déjà tournée, ce qui me libère donc du temps pour pouvoir travailler le sujet d'avril. Enfin bref, tout le monde est content, j'ai déjà évidemment plein de notes prises sur l'existence de Chinggis Khan, et donc on va continuer sur cette série qui est très très prometteuse. Et puis cette histoire de diviser les vidéos en 2, ça me permet aussi moi-même de me reposer un peu plus. Si j'avais dû courir jusqu'à mi-mars pour faire une vidéo, ça aurait voulu dire que, comment dire, une fois ce montage terminé, j'aurais dû embrayer direct sur l'écriture d'un nouveau truc, et j'aurais été exempt comme d'habitude, parce que mine de rien, je me rends compte, j'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo annonce dernière, je récupère beaucoup moins facilement qu'avant, et quand même j'adore ce que je fais, c'est très très crevant, et là, Dieu merci, je suis assisté par un ami à moi, qui s'appelle Martin Alcouf, qui est un très très bon camarade du conservatoire que je connais depuis 10 piges maintenant, et qui m'aide au tournage et qui m'a aidé aussi sur le détourage des enluminures. J'ai reçu aussi vos propositions d'en détourer pour moi, c'est très très gentil, mais déjà on va se débrouiller tous les deux, et voilà, donc un immense merci à lui aussi. Mais voilà, il faut aussi que je fasse gaffe parce que je suis de plus en plus crevé, j'ai de plus en plus de mal à récupérer, ça fait quand même 6 ans et demi que je fais ce boulot, et je l'aime toujours beaucoup, mais c'est vrai que, en même temps j'ai pas pris de vacances depuis longtemps, je vais peut-être en prendre un peu, ne serait-ce qu'une petite semaine, mais bon, ça va toujours être pareil, c'est-à-dire que je vais aller bidouiller mes notes, je vais aller bidouiller mes textes, je vais faire enfin bref, donc on va voir. Après, est-ce que je continue à faire des vidéos plutôt d'une demi-heure, en faisant un gros tournage, non, vous me connaissez trop, vous savez très bien que là je vais faire des pronostics et que je ne les tiendrai jamais, donc on va continuer à être sur la brèche en permanence tous les mois, et puis on verra bien. Sur ce, camarades, passez une bonne fin de février, même si on est déjà bien engagé dans la fin de février, passez un bon début de mois de mars, ce sera plus cohérent, et on se retrouve dans quelques semaines pour la vidéo sur les origines des Mongols à proprement parler. Ciao, et merci encore pour tout le temps, tous.